plein de gens m'ont dit, des gens plus âgés, donc j'ai parlé à des entrepreneurs, par hasard souvent des hommes, et on m'a souvent dit non mais toi la petite blonde là, 26 ans, franchement, en tout cas, tu vas te casser la gueule, donc vraiment reste là où t'es et ne lance en tout cas pas ta boîte, t'y connais rien, t'es trop jeune, fais surtout pas ça. Ouf, donc je me suis fort remis en question plusieurs semaines en me disant mais ils ont raison en fait, mais j'ai quand même envie de tester et ça personne ne m'arrêtera. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Interphone, opérateur télécom 100% dédié aux entreprises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Caroline Aniszewski, fondatrice de Hey Charlie. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Très très bien, bravo. Ça va alors. Pour commencer, toujours la question traditionnelle du démarrage pour se mettre un peu pour bien s'échauffer. Qui es-tu, Caroline ? Alors moi j'ai 32 ans. J'habite à Bruxelles, je suis née à Bruxelles, de 2 parents polonais. Et depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup travailler. J'ai beaucoup aimé être indépendante assez jeune. Qui dit travail dit revenu. Donc quand j'étais jeune, je savais pas trop quoi en faire, donc je m'amusais assez fort, voyager. J'ai bien profité de mon adolescence. Et là, je suis maman depuis 2 ans. Et donc je jongle entre vie pro, vie privée, assez souvent. On va y revenir. Il y a une question à ce sujet. Donc d'abord, raconte-nous un peu, c'est quoi la journée type de Caroline ? Alors, ma journée type, je vais me réveiller vers 6h30. Je vais vite enfiler une tenue de sport et puis je vais aller au travail. En fait, depuis peu, on a des nouveaux voisins et c'est une salle de sport. Donc, je suis heureuse parce que c'est sur mon trajet, j'ai plus d'excuses. Et donc, j'essaye de faire du sport le matin ou le midi en fonction de mes réunions. Ensuite, je vais vraiment utiliser chaque minute de ma journée. J'ai beaucoup de réunions parce que je travaille pas tous les jours, donc quand je travaille, j'essaie d'être à fond. Donc j'ai pas mal de réunions avec mes collègues chez Charlie, beaucoup de réunions en Teams. Et vers 16h, je vais quitter le travail pour vite faire des petites courses et aller chercher mon bébé à la crèche. S'il fait beau, alors j'irai vite au parc avec elle, profiter, puis faire à manger, etc. Puis mon compagnon rentre et on passe une soirée cool. Tu as une morning routine ou c'est un peu différent tous les matins ? C'est un petit peu différent tous les matins en fonction de si la petite a bien dormi la nuit ou pas. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est aller tôt au travail. Et en fait, j'aime beaucoup arriver genre à 7h30, 8h. Mes collègues arrivent vers 9h. Et donc, cette petite heure tranquille, je vais écouter le journal, je vais lire un peu les nouvelles, boire mon café. Et vraiment, j'aime bien commencer la journée vraiment calme, avec une petite musique, avec vraiment commencer en douceur. Parce que je sais que quand ça démarre à 9h, ça démarre assez fort. C'est l'événementiel, c'est plein de demandes last minute dans tous les sens. Donc j'adore mon petit moment paisible le matin. Mais du coup, Hey Charlie, c'est qui, c'est quoi ? Alors, Hey Charlie est une agence de staffing événementiel. Ça vous dit quelque chose ou pas, le mot staffing événementiel ? Je résume toujours ça comme ça. J'imagine que tu places des personnes sur des événements. Yes, exactement. Donc en fait, c'est une agence de placement de personnel. Donc on fournit du staff, que ce soit pour des actions marketing ou des événements partout en Belgique. Donc nos clients, en fait, ce sont des agences événementielles ou des lieux événementiels ou des marques et entreprises qui ont besoin de staff. Et donc nous, on va travailler avec des étudiants ou des non-étudiants, des freelances, des flexis. En fait, tout le monde peut travailler chez nous. Et alors, ils vont travailler sur des events ou des actions marketing. Donc, ils vont gérer l'accueil, le vestiaire ou toute la partie Horeca aussi. Donc, être mixologiste, être barman, être serveuse. Donc, en fait, voilà, tout le personnel qu'on a besoin sur event, nous, on peut le fournir. Et c'est que le staffing ou il y a aussi l'activation de marque ? L'activation, tout. Vraiment, c'est très divers. On a des demandes, mais tous les jours, ici, on nous a demandé si on avait des arbitres pour parfois, lors de team building, avoir plein de travailleurs, en fait, des arbitres qui vont venir animer en fait, des événements. Donc en fait chaque personne peut travailler chez nous et en fonction de ce qu'ils aiment faire ou leur talent, on travaille beaucoup avec on fournit des DJ aussi, des make-up artistes, donc chaque
people en fait qu'on croise sur un event ou sur des actions marketing, peuvent travailler avec nous. Et vous faites aussi la stratégie quand je parle d'activation, ou c'est juste le placement de personnes? On le fait aussi. C'est pas notre main job, mais on travaille beaucoup. On a certaines marques avec qui on travaille depuis des années. Donc ensemble, parfois on va réfléchir à une stratégie. On aime beaucoup ce pôle créatif. On va essayer de voir comment les habiller aussi, comment faire en sorte que leur événement, comment vivre une expérience en fait supplémentaire grâce à nous sur un event. C'est combien de personnes? Sur un événement Non, chez Charlie. Alors, aujourd'hui, on est 7. Oui. Chez Charlie, c'est vraiment notre record. Oui. Mais alors, on est... 7 internes alors? Non, il y a 2 stagiaires en ce moment. Oui. Et moi et 4 autres personnes donc, en CDI, en fait. Et 2 stagiaires en ce moment à plein temps. On n'a jamais eu autant de monde chez Charlie. On a une personne, par exemple, qui est en renfort chez nous depuis... En fait, c'est un CDD, mais qu'on n'arrête pas de prolonger parce qu'il fait toute notre partie un peu digitale. C'est quelqu'un... qui a plein d'expérience, un étudiant en fait, c'est un Charlie, il travaille pour nous depuis longtemps et je me suis dit tiens, je sens que tu peux beaucoup nous apporter, donc viens chez nous et il est chez nous depuis septembre, Thomas. Donc on a une très chouette équipe. Et d'où vient le nom? C'est en référence à Charlie's Angel ou rien à voir? À chaque fois, on me donne plein d'idées. Donc on me dit Charlie's Angels ou alors Charlie la chocolaterie. Ah oui, il y a ça ou aussi. Bien où est Charlie? Vous voyez, trouve Charlie. Il y a plein de choses, mais d'où vient vraiment le nom? Eh bien, moi, quand j'ai beaucoup travaillé en tant que staffeuse, que workeuse pendant mes études, eh bien, on parlait beaucoup à l'époque d'agence d'hôtesse. J'aimais pas trop ce terme parce que ça fait vraiment hôtesse, donc une femme à l'accueil. Par contre, les stewards, ils vont plutôt gérer le parking dehors. Et j'ai moins aimé pendant toutes ces années cette espèce de cassure de la femme qui est hôtesse. Et en fait, j'aimais beaucoup le prénom Charlie, IE, qui est assez mix en fait. Tu peux t'appeler, ça peut être une fille ou un garçon. Et mon but était de jouer le jeu. En fait, l'idée d'avoir toujours un Charlie sur event peut sauver votre event, peut rendre votre event plus agréable. Et aujourd'hui, de fil en aiguille, nos clients maintenant nous demandent des Charlie. Ils nous demandent plus des hôtesses ou des garçons ou des filles. Ils nous demandent des Charlie. Et ils savent qu'on va leur trouver du staff hyper dynamique, hyper souriant. Et ça va être souvent un mix de filles-garçons. C'est ce que j'aime amener en fait avec It Charlie. Et donc voilà, le nom est venu ici. C'est beaucoup pour la mixité, l'inclusion. Chose qui, à 5 ans, on n'en parlait pas beaucoup, en tout cas dans ce domaine du staffing événementiel. Et ça, c'est vraiment c'était une longue bataille d'arriver à dire aux personnes, écoutez, vous voulez absolument 10 hôtesses pour l'accueil, mais je vous assure qu'avoir 5 filles, 5 garçons, ça va rendre votre accueil plus peps. Et en fait, les gens jouent le jeu. Et voilà, donc c'est vraiment mon but avec ce prénom, ce nom mixte qui est Charlie. Et hey, ça fait vraiment hey, j'ai besoin de Charlie. Donc ça marche, c'est très chouette. Puis c'est facile à retenir, c'est l'essentiel. Oui. Je pense que ça aurait été plus compliqué de prendre ton nom de famille. Ouais, voilà. Hey, Hani Chesky. Non, j'aurais pas eu beaucoup de clients. Non, je rigole parce que là, un autre podcast qu'on vient d'enregistrer, le nom de l'entreprise, c'est le nom de la d'accord, personne. ok. Peux-tu nous emmener à travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale, de tes études jusqu'à aujourd'hui? Vraiment les dates charnières, quoi. Les moments clés, eh bien, à 16 ans. À 16 ans, moi, en un coup, j'étais entourée j'avais plein de potes qui avaient des cools ordi, qui commençaient à avoir des voitures, etc. Et je disais à mes parents, tiens, maman, papa, j'aimerais bien avoir ça aussi. Et eux m'ont dit à 16 ans, en fait, si tu veux quelque chose, t'as qu'à travailler. Et ça a été un coup dur parce que je réalisais en fait qu'il n'y a rien sans rien et que visiblement chez moi, je devrais vraiment passer par cette case de travailler. Donc je me suis inscrite. J'ai eu plusieurs jobs étudiants. Mon premier, c'était au Carrefour, à la caisse, tous les samedis, dimanches. C'était assez rude, mais en fait, j'ai adoré parce que très vite, je gagnais de l'argent et j'étais indépendante. Je pouvais faire ce que je voulais. Et donc ça, cette espèce de ressenti, de fierté, en fait, à 16 ans, c'était assez sympa. Par exemple, à un moment, je voulais repeindre ma chambre. Mes parents ont dit, très bien ta chambre, il y a pas de... Je dis, oui, mais j'ai trop envie de changer de couleur. Écoute, travaille et change. Et donc, j'ai été travailler. Et les pots de peinture, ça coûte super cher. Donc, je me souviens plus, je pense que j'avais besoin de 200 €. Mais à l'époque, j'avais 16 ans et je gagnais 6,17 € de l'heure. C'était le barème à 16 ans. Donc, il fallait beaucoup d'heures de travail pour mes pots de peinture. Mais ce sentiment que j'ai eu... en ayant fini ma chambre avec ma peinture que j'ai gagnée toute seule, j'ai vraiment adoré ça et donc j'ai continué en fait. J'ai continué à travailler
Mes parents me donnaient toujours pas d'argent de poche, les années d'après non plus. Donc j'ai trouvé ça aussi assez difficile et presque injuste. J'ai eu beaucoup... je suis très très proche de mes parents, de mon frère, de ma famille, mais j'avais ce côté vraiment d'injustice. Pourquoi est-ce que moi je dois travailler pour avoir toutes ces choses alors que mes potes, eux, pas. Mais en fait, ça m'a forgée et j'ai continué à beaucoup travailler et j'adore travailler encore aujourd'hui. J'adore ce côté d'avoir des responsabilités, qu'on attende quelque chose de toi, d'être rémunéré pour tes efforts. Et donc, j'ai pas arrêté, en fait. Je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai été à l'IEX, j'ai fait des études de communication à l'IEX, à Bruxelles, et j'ai continué à travailler. Tout le temps, en fait. J'aimais vraiment ça. Ça m'a vraiment forgée. Et après mes études, eh bien, j'ai eu plein d'offres de travail qui sont tombées du ciel. Mais de toutes ces années d'expérience, en fait, je réalisais pas que je rencontrais plein de gens dans l'événementiel. Je travaillais dans beaucoup d'agences de staffing, en fait. C'était ça mes jobs étudiants. C'était un peu ce que je propose aujourd'hui avec Charlie. Donc, je travaillais à l'accueil d'événements, au bar. J'ai fait tous les festivals, chaque été, en fait, depuis mes 16 ans. Et j'adorais, ça m'animait vraiment fort. Et donc, en sortant de l'IEX, j'ai été engagée à mon tour en tant que event manager dans une agence d'events. Ça, c'était vraiment mes moments clés. Et quand j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai adoré ça. J'étais responsable, je travaillais, j'avais des gros events quasi toute seule. Certains étaient pour Google, donc très exigeants, très, très, très challengeants. Et après 2 ans, j'ai réalisé qu'en fait, quand moi j'avais besoin de staff pour mes events, c'était très vieux jeu en fait. Il n'y avait pas assez d'innovation niveau outfit. C'était vieux en fait, c'était cliché. Et donc je me suis dit tiens, je sens qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine du staffing parce que je voyais vraiment aucun aspect moderne là-dedans. Et donc, j'ai décidé de tout quitter. J'avais 26 ans, donc de quitter mon travail, qui était cool en soi. Mes parents qui étaient enfin contents d'avoir que je me pose dans un taf fixe pour une fois. Et là, quand j'ai dit que je démissionnais pour lancer ma boîte, ils étaient là, oh là là là, qu'est-ce que tu fais ? Mais j'y croyais assez fort. Et donc là, j'ai quitté pour lancer Charlie. Et l'aventure a commencé à 26 ans. Et il y a eu d'autres moments entre le lancement et aujourd'hui. Quelles ont été les étapes ? Est-ce qu'il y a eu des étapes clés où tout était fluide ? Non, pas du tout. C'était assez compliqué. Enfin, moi, à 26 ans, quand j'ai parlé autour de moi de mon idée, plein de gens m'ont dit, des gens plus âgés, donc j'ai parlé à des entrepreneurs, par hasard souvent des hommes, et on m'a souvent dit, non, mais toi, la petite blonde là, à 26 ans, franchement, en tout cas, tu vas te casser la gueule, donc vraiment reste là où t'es et ne lance en tout cas pas ta boîte, t'y connais rien, t'es trop jeune, fais surtout pas ça. Ouf, donc je me suis fort remis en question plusieurs semaines en me disant mais ils ont raison en fait. Mais de fil en aiguille, je me suis dit en fait, j'ai pas de crédit, j'ai pas d'enfant, je suis libre comme l'air. J'ai mis beaucoup d'argent de côté, j'ai beaucoup travaillé et donc cet argent, je l'ai mis de côté. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais me lancer. Et si ça marche pas, eh bien c'est pas grave, j'arriverai sûrement à me relever. Mais j'ai quand même envie de tester et ça, personne ne m'arrêtera. Et donc là, je me suis lancée, mais j'étais perdue. J'ai tapé sur Google comment lancer sa boîte. En fait, et ça, c'était après avoir démissionné, donc j'étais à la zut, j'aurais dû y réfléchir avant. Et en fait, j'ai rejoint, c'était magique, j'ai rejoint un incubateur de start-up qui s'appelle, donc c'est à Bruxelles, ça s'appelle le Start Lab. Et ça, en fait, c'était comme par hasard, c'était genre 2 jours après ma démission, commençait en fait tout un process. Enfin, je me suis dit, oui, si les dates sont tellement bien alignées, moi je voyais vraiment un signe là-dedans. J'ai été prise en 2 secondes, c'était génial. Et là, pendant 3-4 mois, tous les jours, j'avais des cours. J'étais entourée aussi de gens qui lançaient leur propre boîte. Donc, dans ma solitude d'entrepreneur, j'étais entourée de gens avec les mêmes challenges, les mêmes problèmes que moi. Et on s'entraidait. Enfin, c'était génial. Et là, tu as été mentorée, j'imagine. Oui, ouais. Et j'étais entourée en fait de spécialistes, de gens qui t'aidaient. Évidemment, tout ça
gratuitement, donc c'était vraiment une chance inouïe à ce moment-là. Et en fait, donc 3 mois après avoir rejoint le Startlab, je reçois plein de coups de fil de mon ancien travail et de plein d'autres gens que j'avais croisés avant dans l'événementiel en me disant tiens, j'entends que tu lances ta boîte de staffing, moi j'ai besoin la semaine prochaine de 6 personnes par là, de 5 personnes. Et je disais attends, cool, je suis pas prête du tout. Non mais Caro, j'ai vraiment besoin de toi en fait, donc débrouille-toi. Et donc là, j'ai appelé un comptable. En combien de temps il y a moyen d'avoir un numéro de TVA? Autant. Et en fait, c'était lancé en quelques jours. Donc en fait, en 3 mois et demi, ça s'est lancé. Et ça a été super vite. Ça a été vraiment. En fait, j'ai toujours été baignée là-dedans. Donc au final, voilà, c'était pas non plus. Je savais à quoi ça allait ressembler. Et ça s'est lancé vraiment super vite. J'ai adoré ça. Donc là, on est en 2019, 2020. Et puis boum, le Covid. Compliqué, mais d'un côté, pour moi, très chouette. Au niveau du travail, évidemment, pas de la santé et des gens malades, mais vraiment au niveau de mon business, le fait d'avoir eu une espèce de pause. Moi, ça a été trop vite. Le lancement a été beaucoup trop rapide pour moi. Donc, cette pause m'a permis, en fait, de créer un site web, tout simplement, de me poser, de faire plein de choses, de lire des livres. En fait, moi, ça a été vraiment une espèce de blocus où j'ai beaucoup travaillé, étudié pour vraiment bien finaliser, en fait, ma start-up. Et puis, la reprise événementielle a été fulgurante. En fait, tous les événements qui avaient été annulés les semaines et les mois avant, tout le monde voulait leur staff directement. Donc là, très compliqué. Très, très compliqué. J'ai presque fait un burn-out. J'ai vraiment dû me reprendre, lever le pied pendant 1 mois. On m'a conseillé 3 mois, mais ça, c'était pas possible. Sinon, tout ce que j'avais fait se cassait la gueule. Donc, j'ai pris 2 fois 2 semaines. J'ai ralenti et là, en parallèle, mon équipe s'est agrandie, donc je pouvais compter sur des gens. Et puis quand j'ai, tant bien que mal, trouvé mon équilibre, alors ça, on a pu, on a pu se lancer, continuer en tout cas à faire vivre Charlie. Donc ça, c'était vraiment mes points les plus difficiles. Et donc là, ça fait 1 an. Donc, 1 an. Là, ça fait 5 ans. Et voilà. Et 1 fois par an, j'ai quand même encore des gros moments de difficulté par rapport. C'est stressant, en fait, ce métier. C'est tout le monde veut tout de suite, du last minute. Par contre, dès que s'il y a un souci, tout le monde va annuler tout de suite. Notre staff aussi, parfois, il se réveille, il est malade, etc. Et donc, tous ces imprévus, toutes ces annulations last minute ou ces demandes last minute, faut être solide, quoi. C'est pas le métier le plus relaxant que je connaisse, mais voilà, on s'y fait. Mais c'est amusant ce que tu dis sur la période Covid, c'est-à-dire finalement c'est une période où j'ai pu apprendre, me poser, parce que c'est vrai que je me dis souvent, si je devais revivre cette période-là, je ferais les choses totalement différemment. C'est vrai qu'avoir l'occasion de pouvoir se former, apprendre, faire plein de choses, tester des choses sans se faire dépasser par les autres parce qu'ils sont à l'arrêt aussi. C'était ça. C'était une opportunité. On ne savait juste pas combien de temps ça allait durer. Mais c'est vrai que moi, dans mon cas, c'était pas mal. Parce que souvent, on me dit « Oh, tu t'es lancé juste avant le Covid. » Mais en fait, j'avais pas de coût non plus. J'avais pas de bureau, j'avais pas de voiture, j'avais presque rien. Donc, c'était OK d'être à l'arrêt quelques mois, quoi. Plus que le podcast, parce que c'est vrai que les gros podcasts qui existent aujourd'hui sont les podcasts qui ont démarré évidemment pendant le Covid. Exact. Donc on s'en sort. Tu vas être le 41e épisode, donc ça va pas mal, mais en tout cas je pense qu'il y aurait eu un boost, il y a eu un boost de départ nettement plus important sur les podcasts. Certainement. Donc quel conseil donnerais-tu à Caroline de 18 ans? De surtout pas écouter les personnes qui ne croient pas en toi parce que t'es jeune, parce que surtout par rapport à mon âge, donc surtout pas les écouter parce que j'ai quand même perdu un peu de temps et un peu de confiance en moi par rapport à plein de gens assez négatifs. Et franchement, en fait, ce que j'ai fait à refaire, j'aurais tout refait de la même manière, c'est-à-dire que de mes 16 à 26 ans, je travaillais énormément et cet argent, mes parents me disaient mets-le de côté pour un appart plus tard, mais quoi, mettre de côté à 20 ans, t'as pas envie de ça? Et j'ai fait en fait que voyager, ça me boostait en début d'année. Je me disais j'étudie, mais en juillet, août, je vais booker 2 mois à Hawaï par exemple. Ça va être cher, ça va être compliqué, mais après, j'ai X mois pour travailler, pour gagner de l'argent, et c'était vraiment mon but, quoi. Et puis, quand j'y arrivais, c'était incroyable. Mes parents, 1 semaine avant de partir, me disaient, tiens, il te manque un peu d'argent, allez, je vais voir ce que je peux faire. Je disais, non, papa, non, maman, c'est gentil, mais finalement, j'ai tout, toute seule. Je prenais des cours d'anglais là-bas pour rencontrer des gens. Et donc, j'ai fait ça chaque année, en fait. Et
Donc je trouve que j'ai fait les choses dans le bon ordre. J'ai vraiment bien profité de mon adolescence en travaillant énormément, mais en profitant bien sur le côté. Et puis j'ai lancé ma boîte, je trouve, au bon moment, parce qu'aujourd'hui j'ai un bébé de 2 ans. Je pense pas que j'aurais osé me lancer aujourd'hui. Donc le fait de le faire à 26 ans, je trouve ça chouette. Donc en fait, moi, je dirais vraiment de profiter de nos plus belles années, en fait, qui sont celles, pour moi, de 16 à 26 ans, quoi. T'as pas trop de responsabilités, tu peux t'éclater, tu peux apprendre plein de choses. Donc, en fait, mettre ce temps, bien l'utiliser, en fait, pour apprendre, pour tester des choses, pour se lancer, pour voyager, voilà, de manière un peu smart. Je trouve cette expression, je suis très nulle en expression, souvent j'invente tout, je mixe pas mal de choses. Et rien que d'en parler, je l'ai perdu. Mais oui, on ne récolte que ce que l'on sème. Oui. Je trouve que ça, c'est super important. En fait, moi, pendant toutes ces années, j'ai travaillé, j'ai jeté des graines un peu partout. Et en fait, après, ces fleurs poussent. Et il n'y a rien sans rien. Et donc, je me suis donné beaucoup de mal. Moi, vers 20 ans, tous mes potes sortaient tous les week-ends, cinéma, sorties shopping. Moi, je loupais tout ça. J'étais là, non, sorry, il faut que je bosse. Je peux pas être là, j'ai vraiment faut que j'aille travailler, il faut que j'aille gagner de l'argent, etc. Et donc j'ai parfois un peu loupé une partie juste des sorties, etc. Mais à côté de ça, c'était très enrichissant en fait de travailler, etc. Et ce que je conseille aussi à toute personne, par exemple, moi je connais surtout le domaine de la communication, de l'événementiel, mais si des personnes veulent se lancer là-dedans plus tard, on peut commencer en fait à 16 ans. Moi je trouve que c'est à 16 ans que commence notre vie professionnelle, études ou pas, on a plein de temps sur les week-ends et en soirée, etc. Et donc je trouve que c'est chouette de commencer dès aujourd'hui en fait à 16 ans, pardon, d'apprendre, d'aller sur le terrain. Aujourd'hui, moi, quand des gens postulent pour travailler en interne ou même en tant que Charlie chez nous, moi, je regarde directement l'expérience professionnelle. Et donc, quelqu'un qui a 24 ans et qui n'a pas encore beaucoup d'expérience professionnelle, je vais pas le prendre parce que moi, c'est ça qui me motive. C'est ça que je suis vraiment très drivée par le scoutisme et par l'expérience pro. Je trouve que c'est deux mondes qui apprennent beaucoup de choses. Les études, je vais même pas spécialement les regarder. Moi, je vais vraiment regarder qu'est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est débrouillarde, est-ce qu'elle a fait beaucoup de choses. Donc voilà, moi, le conseil, à 16 ans, on peut commencer à travailler. Moi, je trouve qu'il faut se lancer. Et c'est là où c'est aussi une chouette manière de voir ce qui nous plaît assez tôt, en fait. Mais pour qu'on comprenne bien, c'était un choix de tes parents de t'apprendre la vie, entre guillemets, ou est-ce qu'ils auraient préféré te payer, comme tes amis, tes vacances et autres? En fait, c'est une bonne question. Donc, j'étais très frustrée à 16 ans. Je vous disais, je trouvais vraiment ça injuste. Mais donc, pour le contexte, mes parents ont quitté la Pologne avant que mon frère et moi ne soyons nés à Bruxelles. Donc, ils ont quitté la Pologne en 1985 et ils sont venus avec rien en Belgique. Ils ont tout quitté. Ils n'étaient plus trop en accord avec la politique locale et ils ont vraiment fui en fait presque du jour au lendemain et ils ont emporté l'équivalent de 50 € avec eux. Et donc quand on était gosses, mon frère et moi, on entendait tout le temps mes parents nous dire: les enfants, maman et moi, on a commencé avec rien, pourtant on était les plus heureux du monde, etc. Donc on parlait beaucoup de valeur de l'argent, en tout cas, du travail. Et donc moi, je leur en voulais à 16 ans, effectivement, parce que je trouvais ça un peu injuste que moi, je dois travailler. Et en fait, des années après, aujourd'hui, moi, je leur remercie, je leur dois tout. Parfois, mon papa et ma maman m'ont encore dit récemment: mais Caroline, on comprend pas, comment est-ce que tu t'es lancée, d'où tu as eu tout ce courage d'affronter seule, en fait, de lancer Charlie financièrement. J'ai demandé de l'aide à personne non plus. J'ai lancé Charlie toute seule, sans aide, sans investissement, mais vraiment juste grâce à mon travail. Et donc, mes parents ne comprenaient pas. J'avais pas eu de réponse tout de suite à leur donner. Et le lendemain, je me suis réveillée. Je dis: mais il faut que je vous parle, en fait. C'était il y a 2-3 ans et je leur ai dit: mais en fait, c'est grâce à vous, en fait, de vous voir vous débrouiller comme ça en partant de rien. En fait, ça montre que tout est possible dans la vie. Si vous avez réussi, ils avaient des rêves, ils voulaient avoir un grand jardin, ils voulaient avoir un palmier. Et aujourd'hui, ils ont un grand jardin, ils ont un super beau palmier qui pousse en même temps, parce ils l'ont acheté quand j'étais petite. Et c'est des bêtes choses, mais ils ont réussi ce qu'ils voulaient en mettant toujours leur famille en priorité. Donc c'est vraiment l'éducation que j'ai reçue. Et donc aujourd'hui, en fait, et Charlie, c'est grâce à eux. C'est donc 2 points. Le premier, c'est de les avoir vus se débrouiller en partant de rien. Ça m'a prouvé que tout était possible. Si
ça allait pour eux, ça allait pour moi. Et le deuxième point, je le remercie de m'avoir laissé me débrouiller à 16 ans financièrement, parce que s'il m'avait tout donné, tiens une voiture, tiens un Mac, tiens ci, tiens ça, j'aurais jamais eu ce besoin de travailler. Et en fait, je serais pas là aujourd'hui. Et donc, ça, c'est vraiment grâce à eux. Voilà. Et Charlie, c'est vraiment grâce à eux aujourd'hui. Je n'arrête pas de le leur dire. Eux n'étaient pas entrepreneurs, par contre. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais pour moi, ils ont entrepris leur vie au final. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc avoir un exemple pareil, ça a été pour moi un driver, en fait, pendant toutes ces années. Et donc, quand tu regardes dans le rétroviseur, quel est le plus grand enseignement que tu retiens de ton parcours? S'il ne doit en rester qu'un. Juste un seul. Un enseignement, et je l'ai marqué sur... c'est un de mes premiers tatouages sur mon pied quand j'avais 18 ans. C'est « No dream is too big ». Donc je l'ai dit dans ce podcast, mais aucun rêve n'est trop grand. Vraiment, tout est possible. Et depuis que je suis petite, je fais que réaliser des mini-goals, des mini-rêves, des mini-challenges. Et c'est incroyable comme vraiment tout est possible. Si tu te donnes les moyens, si tu sèmes des choses, tout est vraiment possible. Et donc moi, je vis dans cette idée-là que j'aime bien commencer l'année. Moi, je suis très fort bonne résolution. J'aime beaucoup me dire... Il y en a plein que je n'arrive pas à atteindre. Mais il y en a plein, des grandes, où je me dis, voilà, essaye. On est en début d'année, donne-toi les moyens. Et en fait, je trouve que tout est possible, quoi. Donc ça, c'est vraiment un de mes enseignements. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment la santé mentale et le bien-être. J'ai aussi appris que le travail, c'est une chose, c'est top. Ça a été un de mes drivers de mes 16 ans à 32 ans aujourd'hui, donc ça fait 16 ans. Mais à côté de ça, la santé mentale n'a pas de prix. Et donc, le fait de ralentir, ça a été aussi très dur pour moi. Et aujourd'hui, avant, Charlie, c'était vraiment mon numéro 1. Maintenant, numéro 1, c'est vraiment ma famille, notre santé. Et Charlie vient seulement en 3e position. Et donc ça, la santé, quand j'ai des potes par exemple qui sont employés dans une boîte et ils détestent leur travail et ils se sentent mal, déprimés, moi je dis mais stop. Encore quand c'est ta boîte, parfois tu dois passer par des moments et c'est compliqué et ça c'est... Mais voilà, je trouve vraiment que la santé mentale devrait être une priorité. La santé et la santé mentale pour tout le monde aujourd'hui. Ça n'a pas de prix. Tu as dit tout à l'heure que tu as fait une phase de burn-out. Ouais. Alors, on dit souvent l'entrepreneur ne fait pas de burn-out. Ah, ouais, Donc tu peux déconstruire le mythe. C'est vrai que c'est marrant parce que quand je sentais un moment... En fait, je bossais jour et nuit. Mais vraiment, en tout cas, la journée, je m'asseyais à 6h du mat et jusqu'à 22, je ne me levais pas de mon ordi parce que j'avais pas le temps, en fait. C'était trash. J'ai eu ça pendant 2 mois. Je savais pas comment mon corps tenait. Je me suis dit, tant mieux, si tiens, top, on continue. Et puis, grosse claque. Et là, tu comprends pas trop. Tu deviens un monstre, un peu moi dans mon cerveau. J'arrivais plus à ne plus réfléchir. S'il se passait des trucs. Et donc, je tape sur Google, burn-out, employeur, indépendant de ça. Et tout ce que je trouvais, c'est des articles qui disaient oui, vous, employeurs, veillez à ce que vos employés ne soient pas en burn-out. Et je disais non, mais là, c'est le contraire. Et je suis tombée sur une coach extraordinaire qui est spécialisée là-dedans, donc pour les burn-out des entrepreneurs. Et ça m'a trop aidée. Et en fait, depuis, j'arrive à voir ces signaux un petit peu de fatigue, de stress, vraiment. Et là, je me dis, tiens, j'ai les signaux, je vois que ça va un peu trop loin. Et donc là, il faut... et donc, je suis très contente d'avoir eu ce burn-out, bizarrement, comme le Covid. J'ai l'impression que je suis contente des choses négatives. Mais c'est juste que ces choses-là t'apprennent, en fait, beaucoup. Et donc, depuis cette espèce de burn-out, ce pré-burn-out, parce qu'heureusement, j'y étais pas, ça a changé vraiment ma vie, en fait, entièrement. Tes priorités changent. Et toute ta manière, en fait, de voir... parce que tu peux y rester... une fois que tu vas vraiment trop loin, un burn-out peut durer des années entières. Et donc, j'ai vraiment vu cette chose me frôler. Et donc, il y a pas mal de choses à faire en tant qu'entrepreneur pour ne pas... pour se soigner, pour garder un bon rythme, surtout vie privée, vie pro. Et ça, c'était avant de devenir maman. Et aujourd'hui aussi, ce qui est compliqué, c'est que je suis maman quasi toute la journée. En tout cas...
pendant de longues heures. Oui. Le restant de la journée, je suis Caroline, la boss, la responsable des Charlie, à qui on pose des questions. Vraiment, voilà, je dois vraiment gérer une équipe. Et en fait, la Caroline, genre juste moi, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, mais elle est où en fait? C'est toujours maman, boss, mais juste être moi. Et ça, c'était un de mes nouveaux challenges de te retrouver. Voilà, c'était vraiment de me retrouver. Ouais. Mais à quel moment, en fait? Parce que j'essaie déjà de consacrer, par exemple, tous les mercredis avec ma fille. Donc, elle va pas à la crèche, comme ça, je suis avec elle. Mais en fait, dans les 7 jours de la semaine, il n'y a pas assez de temps que pour que je sois et la Caro maman, et Caro boss, et Caro juste moi. Donc ça, c'est encore un challenge. Voilà, j'essaye encore. Ça, j'ai pas encore réussi à complètement trouver mon équilibre. Mais voilà, tout doucement, j'espère trouver les clés de cet équilibre. Et on dit qu'on apprend de ses erreurs. Donc, quelle est l'erreur la plus grande erreur que tu aies faite et qui a été la plus formative surtout? Et quelles leçons tu en as retenues? Peut-être aussi penser que tout est acquis. Donc parfois, tu lances ta boîte, tu dis c'est bon, là maintenant, ça roule, il y a autant de clients, il y a autant de Charlie. Et en fait, je me suis un peu reposée sur mes lauriers. Enfin, je me suis dit, voilà, là, on y est. Mais en fait, c'est une constante. En fait, il n'y a jamais de fin quand tu es entrepreneur, quand tu gères une boîte, en tout cas dans mon secteur. Tu dois tout le temps te remettre en question, tout le temps bosser. Donc ça, plutôt que faire à chaque fois des sprints, quand j'ai compris en fait cette chose-là, maintenant je sais que c'est sur du long terme, qu'il faut tout le temps. Par exemple, la prospection, on n'a jamais fait ça parce qu'on a eu beaucoup de clients grâce au bouche à oreille, donc vraiment génial. Et en fait, tu te dis, la croissance aussi, tout ce côté un peu économique. Une boîte qui va bien, c'est une boîte qui grandit, pas qui stagne. Donc en fait, même quand tu te donnes à fond, il en faut encore plus chaque année. Et les innovations changent, les façons de penser changent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en constante évolution. Donc il n'y a jamais de c'est bon, c'est fait, je me repose. Et aussi tout le côté humain. En fait, moi j'aime beaucoup travailler avec les humains. Depuis que j'ai 16 ans, je savais que c'était là-dedans que je voulais continuer. J'aime bien être sur un événement. J'ai besoin de parler, moi j'ai besoin de voir des gens. Mais aussi gérer en interne des humains. C'est pas que c'est quand même compliqué, en fait. Cet aspect que tout le monde se sente bien. En tout cas, moi qui ai envie que tout le monde se sente bien mentalement, tout, en fait, ça, c'est aussi un de mes gros challenges. En fait, c'est de comprendre vraiment... gérer une équipe, être manager, en fait. Voilà, parfois, c'est arrivé que nos clients nous refilent un stress. Moi, que je sois stressée, c'est ma boîte, je suis habituée, mais parfois, quand tu vois tes employés faire des heures sup et stresser, ça m'est arrivé à 5 ans, je me suis dit, waouh, non, c'est pas à eux de subir ça. Et donc, j'ai dû mettre en place plein de choses pour ne faire aucune heure sup, pour avoir vraiment un style de vie, en fait, correct. Et ça prend beaucoup d'énergie aussi, de veiller au bien-être de ses employés. Mais j'aime bien, franchement, je me mets beaucoup à leur place. Et c'est ce que j'aurais voulu avoir. Moi, j'ai eu beaucoup de stress aussi quand j'étais employée dans l'événementiel. Et donc, assez challengeant. Assez challengeant, vraiment. Ça, j'en apprends vraiment tous les jours. Et c'est une de mes batailles qui me prend aussi beaucoup d'énergie. Mais voilà, veiller à ce que le staff se sente bien. Ouais. Est-ce qu'il y a une décision difficile que tu as dû prendre en tant qu'entrepreneur et qui était aussi formative? En fait, chaque jour. Moi j'ai aucune expérience dans l'entrepreneuriat, donc j'étais à l'IEX, j'ai fait de la com, j'ai quasi pas été en cours parce que dès que je recevais une proposition le matin même, tiens, tu veux travailler au lancement de la nouvelle Audi A3 e-tron, j'acceptais, j'allais pas en cours. Mais du coup, quand j'ai beaucoup appris sur le terrain grâce à ça. Mais par contre, au niveau entrepreneuriat, chaque jour j'ai des décisions à prendre. Est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite? Ouais, et là, moi, je vais au feeling, quoi, total. J'ai jamais pris de cours, j'ai jamais... je suis toute seule, finalement. J'ai pas vraiment... j'ai eu quelques mentors qui m'ont plus raconté des chouettes histoires, qui m'ont motivée. Mais à part un bon comptable qui va m'aider dans certaines décisions, le reste, c'est vraiment au feeling. Et en fait, moi, je suis du style à tester et voir si ça casse. Si ça casse, je recommence et je vais de l'autre côté, voilà. Et donc voilà, moi ça c'est plein de décisions tous les jours, vraiment stratégiques en fait. Genre là on se lance dans la prospection, j'ai jamais fait ça.
Et j'aime beaucoup innover aussi, donc un peu sortir des sentiers battus et de tester un peu nos propres idées. C'est ça qui fait beaucoup être Charlie aujourd'hui, c'est vraiment le fait qu'on casse les codes dans pas mal de choses. Donc voilà, je vais complètement au feeling, quoi. Oui, justement, tu parlais du modèle où les clients arrivaient plutôt par le bouche-à-oreille. Donc, est-ce que, comme par exemple les agents immobiliers, le fait d'avoir le bon staff fait que les clients arrivent? C'est comme un agent immobilier, le fait d'avoir le bon bien fait que les clients arrivent aussi. Complètement. Je parlais du bien-être au travail pour mes employés en interne, mais une de mes batailles, ça a aussi été les bien-être de mes Charlie. Parce que je suis convaincue que si un étudiant, donc il y a beaucoup d'étudiants chez nous, il y a aussi un non-étudiant, mais prenons Nicolas, 20 ans, il travaille chez nous sur un event. Je suis convaincue que si lui se sent super bien en tant que Charlie, il va dégager un positivisme, une dynamique extraordinaire qui va se faire ressentir sur l'event, qui va faire que le client va adorer. Et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Nous, nos Charlie, on est très fort à l'écoute. On les paye légèrement au-dessus de la moyenne légale pour leur donner vraiment du boost. On leur offre plein de cadeaux quand on a des bons feedbacks sur eux. Donc, on fait tout un système un peu de récompense parce que la reconnaissance, c'est une des choses principales pour tout le monde. Vous et moi, on adore recevoir de la reconnaissance quand on travaille bien. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi avec nos Charlie. Et ils se sentent bien, en fait. Et du coup, nos clients, ils se sentent bien aussi. Donc, en fait, c'est vrai qu'au final, voilà, en faisant en sorte que notre staff se sent bien, nos clients vont le ressentir. Et en fait, c'est un cercle vertueux et ça fonctionne. Donc, c'est très important pour nous. Quelles sont tes sources d'inspiration majeures en tant qu'entrepreneur Il s'agit de lecture, de mentors. Oui, alors, moi, beaucoup. Alors, les podcasts, il y a 5 ans, j'en écoutais pas spécialement. J'ai découvert ça récemment. Ça, et comme on disait, le boost a été pendant le Covid, évidemment. Exactement. Moi, j'ai eu quelques mentors quand j'étais étudiante. Je travaillais pour pas mal d'entrepreneurs qui me prenaient sous leurs ailes. Il y en a un, il s'appelle Jérôme Stefanski. C'est lui qui a créé les Cuberdon Léopold. Ah oui. Il y a longtemps. En fait, lui, il lance une boîte, il s'éclate, il fait autre chose. Et en fait, moi, il me prenait dans tous ces délires à l'époque. Donc, tiens, je lance des Cuberdon, viens, il faut qu'on aille chez Rob, les faire déguster, c'est bientôt la fête des mères. Je l'accompagnais partout, puis il lançait autre chose, puis il lisait un livre, il voulait que je lise son livre, et en fait, moi, je le regardais du haut de mes 16 ans, j'étais là, waouh, je veux trop faire ça plus tard. Et donc, lui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et sinon, des livres, en fait. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Happy RH. Enfin, beaucoup autour vraiment du RH, de savoir... En fait, pour moi, il n'y a pas le secret. Je vais reparler du bien-être, mais si ton staff se sent bien, ton staff va mieux travailler, il va rester, il va te le rendre son sourire. Et donc, j'ai beaucoup misé là-dessus, en fait. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres pendant le Covid, justement, à ce propos. Comment faire en sorte, en fait, de motiver ton entourage, ton staff. Comment faire en sorte qu'ils se sentent bien. Et c'est donnant, quoi. Mais je suis toujours étonnée, parfois, de voir je bosse parfois avec des clients qui sont un peu tyranniques envers leurs fournisseurs, envers leur staff. Pour avoir un peu, tu vois, ils ont le pouvoir, donc ils sont un peu... et je suis là, mais c'est complètement, en fait, contre-productif sur du long terme, je trouve. Ouais, tout à fait. Donc voilà, beaucoup de livres et quelques personnes inspirantes, ça m'a beaucoup aidé. Si tu pouvais inviter n'importe quelle personnalité, vivante ou décédée, à un petit lunch, business lunch, qui choisirais-tu? Je réfléchis, mais ce serait plutôt... C'est pas du tout une personnalité, mais genre mes grands-parents. Ils n'ont pas du tout été connus, mais ils ont fait plein de choses de fou dans leur vie, ils ont vécu plein de choses, et je les ai jamais rencontrés. Et tiens, s'il manque quelqu'un, moi j'ai jamais rencontré aucun de mes grands-parents en fait, ce serait vraiment discuter avec eux. Discuter avec eux, voilà un peu les racines, voir tout ce qu'ils ont fait donc en Pologne. Moi, c'est une discussion où je me suis toujours dit, tiens, ça aurait pu être cool back in the days. Donc voilà, je vais les choisir eux. Ouais, c'est marrant, c'est la deuxième fois qu'on a cette réponse. On avait eu Thomas, qu'on salue, des chips de Lucien que tu connais peut-être. Ah, génial. Et donc lui, sa réponse, c'était son grand-père, Lucien, justement. C'est trop drôle. Voilà. Quel est le plus grand risque que tu as pris dans ton parcours entrepreneurial et avec le recul, comment est-ce que tu évalues cette décision ? Donc l'un de mes plus grands risques, en fait, que j'ai de justesse
évité. Donc j'ai été assez... j'ai pas pris beaucoup de grands risques, mais en lançant HRly, moi à l'époque, je voyais une application. C'est d'office une app. C'était une app un peu de matching entre le client et le Charlie, un peu le Tinder, mais de l'event. Quoi. Donc je ne parlais que en app. Sauf qu'une bonne app coûte super, super cher. Et donc en fait, moi je me lançais tête baissée là-dedans. J'avais trouvé un gars, on allait lancer une app, ça coûtait plus de 100 000 balles, mais il me fallait mon app. J'allais trouver des investisseurs, etc. Et en un coup, j'ai freiné. C'était grâce au Startlab. Startlab, en fait, il est important d'avoir ton... je sais plus c'est quoi le terme théorique, mais le minimum valuable product. Voilà, cool. J'ai quand même retenu des choses. Et donc, en fait, app ou pas, on s'en fout, en fait, au début. Ce qu'il faut au début, c'est juste voir si ton produit est viable, s'il y a de la demande, etc. Et il y a moyen de fake it until you make it. Ça, c'est vraiment plein de petits outils que j'ai appris dans l'incubateur. Et donc, j'ai freiné complètement. Et encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'app. C'est pas du tout nécessaire. Mais j'étais à deux doigts de perdre plus de 100 000 balles, de demander du coup des crédits, des investisseurs, etc. Et donc, gros risque sur lequel j'ai su faire demi-tour juste au bon moment. Donc voilà. Franchement, à part celui-là, moi, j'allais doucement. Mais sinon, j'ai eu des grosses opportunités où genre un gros client me demandait du jour au lendemain un gros événement, mais nous on paye d'abord les salaires. Maintenant je demande parfois des acomptes, mais avant à la va-vite j'y pensais pas. Et donc c'était pas mal de gros risques financiers parce que si le gars c'était pas des Belges, c'était pas une entreprise que je connaissais en fait. Et donc tu te dis bon bah s'ils partent et qu'ils payent pas, moi j'avais pas de conditions de paiement à l'époque, pas le temps quand je devais aller vite. Donc si le gars partait et décidait de pas me payer, bah il m'aurait pas payé. Donc j'ai pris pas mal de petits risques comme ça où on me disait mais t'es dingue, avoir des conditions de paiement ça prend 2 secondes, mais je les avais pas en fait rédigées, j'avais pas ce temps. D'ailleurs je les ai fait il y a seulement 2 mois, donc ça fait 5 ans que je suis là, c'est sur ma to-do, mais j'ai tellement d'autres urgences, donc j'ai joué un petit peu avec le feu avec ça, mais heureusement j'ai pas eu de problème. Et comment se passe votre stratégie, communication et marketing chez HRly? Alors, on adore ça. C'est un point que j'adore. En lançant moi HRly, je m'amusais à lancer une petite marque HRly. Vraiment ce côté expérience, en fait, que peut créer une marque. Et l'équipe en interne, aujourd'hui, adore ça aussi. Mes collègues adorent. Donc, on s'éclate, en fait. On s'amuse. On fait 2 réunions par semaine sur les réseaux sociaux. Et donc, on adore. On se balade, en fait. Vraiment, on a des stagiaires aussi qui sont hyper calés là-dedans, quoi. Je suis hyper impressionnée. Et donc, on crée vraiment des idées les plus folles. Et puis, on se met à trouver. En plus, via, on a toujours plein de contacts, plein de gens qui pourraient nous aider. Là, on refait complètement notre site web qui va... voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envie d'avoir votre retour. Mais donc, on s'éclate assez fort au niveau marketing. Ça, les gens peuvent... c'est a-charlie.com. Donc voilà, tout nouveau site. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, on aime un petit peu s'amuser. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils aussi... accessible, style Canva ou autre, où tu peux t'amuser et faire plein de choses toi-même. Mais c'est l'une de nos parties préférées. Sur Instagram, dites-moi aussi, mais on s'amuse beaucoup à essayer de vivre une chouette communauté et à nous amuser au niveau du branding. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien. Tu parles du branding, mais il y a aussi le personal branding, puisque je pense que tu es quand même quelqu'un qui incarne assez fort sa marque. Et on va faire une petite parenthèse via l'agence 95 qui nous réunit un peu aujourd'hui, puisque Nathan qui était passé au podcast, et je pense aussi que tu as été choisi. Donc, si tu peux un peu nous expliquer voilà, ta stratégie personal branding, et puis voilà, comment est-ce que tu en es venu à travailler avec Nathan et son agence? Alors, au niveau du personal branding, bien, c'est vrai que tous mes premiers clients, quand ils ont voulu travailler avec HRly, ils voulaient travailler avec moi parce qu'ils me connaissaient, ils m'avaient vu pendant toutes ces années. Et on dit que je suis quelqu'un d'assez souriant, donc je sais pas si c'est vrai, mais je pense que cette image un petit peu dynamique, souriante, au final, c'est ce que les gens recherchent sur leurs événements, c'est quelqu'un de peps. Et donc, je pense que c'est comme ça que j'attirais pas mal de personnes à travailler en fait avec nous. Et à côté de ça, depuis peu, donc je travaille avec l'agence 95 qui m'a énormément aidé en début d'année. En fait, ils ont, c'est leur métier mais ils ont en fait contacté donc
tous les médias belges avec des communiqués de presse en parlant d'Echarly, en parlant de moi, effectivement, qui est lancé Echarly. Ça, c'était leur métier de fou. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai cette opportunité aujourd'hui de réaliser ce podcast et plein d'autres choses. Donc, Nathan Sauret de 95, ça a vraiment été une grande opportunité, surtout pour une petite start-up comme la mienne. Oui, parce qu'il voulait mettre en avant, et ça va être le sujet de ma prochaine question, l'entrepreneuriat féminin, parce que voilà, il disait, oui, quand on a discuté au podcast, il disait finalement, les entrepreneurs, c'est toujours les mêmes qu'on voit, et donc on voudrait renouveler un peu les personnes qui prennent la parole, mais il y a peut-être cette pudeur de prendre la parole, ou justement, le fait qu'il n'y ait pas l'opportunité, qu'on ne donnait pas l'opportunité de le faire. C'est vrai que donc il a sélectionné 5 personnes. On a gagné ce concours en fait, moi et 4 autres femmes. Et c'est vrai que moi, c'est pas spécialement ce que j'aime, de me mettre en avant, d'aller vraiment chercher l'opportunité. Je travaille dans mon coin avec mon équipe, mais ici recevoir vraiment cette opportunité de briller un petit peu pour une fois, ça se refuse pas et c'est vraiment une opportunité que j'aurais pas pu avoir en fait sans son aide. Donc ça c'est vraiment super. J'ai beaucoup de gratitude envers Nathan et pour tout ce qu'ils ont fait. Et entreprendre, c'est ma question justement, entreprendre quand on est une femme, est-ce que c'est plus compliqué dans le monde d'aujourd'hui? Alors moi j'ai pas eu d'énormes difficultés, à part celle qui était donc à 26 ans, quand j'ai voulu lancer ma boîte et que j'ai demandé l'avis de 2-3 personnes. Eh ben, là, on n'a pas du tout cru en moi. Mais à part ça, pour le reste, quand j'ai commencé à lancer Echarly et que je voyais que ça fonctionnait, je demandais l'avis de personne. En fait, moi, je fonçais que quelqu'un me dise stop ou ne croit pas en moi. Moi, j'écoutais plus ça. Une fois que j'ai eu un peu de confiance en moi, eh bien, j'ai foncé. Donc, moi, j'ai pas ce ressenti spécialement que quand t'es une femme, c'est beaucoup plus dur, etc. Voilà, je pense que quiconque qui a envie et qui va se donner les moyens peut réussir. Maintenant, j'ai déjà entendu des choses aussi diverses, mais à mon sujet, je crois que j'ai vraiment foncé, tête baissée. Voilà. Mais c'est vrai qu'à 26 ans, très peu de gens ont cru en moi. Donc voilà, avis un peu mitigé. Pas lié forcément au fait que tu sois une femme, c'est plutôt. Oui, moi, c'était mon âge. C'est plutôt l'âge. Oui. Et aujourd'hui aussi, j'ai 32 ans, mais on me dit souvent que je ne les fais pas et on me donne genre 26 ans ou quoi. Donc parfois encore, quand j'essaye quand je parle de ma boîte à des potentiels clients, ils me regardent et je suis pas très crédible en fait. Et c'est ensuite quand j'explique un peu mon parcours ou simplement quand ils voient les clients actuels de Echarly, ils se disent ah ok. Mais donc je pense aussi que physiquement l'âge peut aussi parfois se dire aux gens oula, je vais pas travailler avec quelqu'un d'aussi jeune. Donc moi j'ai eu beaucoup de difficultés plus par rapport à l'âge plutôt que d'être une femme. Est-ce que tu as remarqué un changement du regard de ton entourage, pas forcément proche mais élargi, par rapport au succès d'Echarly? C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de reconnaissance, parce que souvent la reconnaissance on la reçoit de son responsable, mais moi j'ai pas de responsable, donc parfois tu bosses à fond et en fait des petits mots de tes potes, de mon copain, de mes parents, waouh, ça fait vraiment 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 du bien. Ou parfois en fait t'as tellement des galères, du stress que moi je lève le pied, et il y a eu des moments où j'aimais plus ce que je faisais pendant quelques semaines. C'est vraiment lié à la fatigue. Quand t'as des moments un peu plus stressants et donc t'es là, oh, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je m'impose ce genre de métier assez stressant? Et puis il y a quelqu'un qui te rappelle un peu tout ce que t'as fait, etc. Et tu te dis waouh, ah ouais, ok, ça fait ça. Donc ça m'a fait, j'ai eu beaucoup de reconnaissance et d'encouragement en fait, et ça qui m'a permis de tenir dans les moments plus difficiles. Et après, quand je revenais pleine d'énergie, j'avais plus spécialement besoin, évidemment, de tout ça. Mais dans les moments les plus compliqués, c'est chouette d'avoir des gens qui te boostent, qui te rappellent tout ce que tu as fait, d'où tu viens aussi, en fait, tout ce parcours compliqué. Et parfois, je râlais, j'étais là, je vais arrêter. Donc, mon mec me disait, OK, mais tu vas faire quoi? Ah ouais. Et là, je me suis dit, non, OK, c'est vrai, je vais continuer. Et c'est vrai que je me vois plus faire autre chose
que l'entrepreneuriat en tout cas. Moi, le fait de me réveiller, de faire un peu mes journées comme j'ai envie, je trouve ça incroyable. Donc vraiment, c'est ce qui me botte le plus. Et puis parfois, tiens, je me réveille avec une idée, un chouette concept. J'arrive au bureau. Tiens, venez, on ferait pas ça. Si, tac, tac, tac. Et j'adore ça, en fait, cette liberté de réaliser plein d'idées les plus folles. Et en fait, de rarement regarder... Enfin, je regarde ma montre, évidemment, mais je me dis juste, si j'ai envie d'aller au boulot aujourd'hui ou si j'ai pas envie, je peux faire un peu ce que je veux. Et voilà. Et voir aussi le succès et te dire, oh, c'est nous qui avons fait ça, ma team et moi. C'est tous des sentiments vraiment que j'adore et donc je me verrais plus faire autre chose. Mais est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ? Complètement. Oui, Ouais. je pense bien. Oui. Je pense bien si tout le monde s'en donne les moyens. Moi, j'ai eu aucun skills particulier. J'ai mis un peu d'argent de côté, mais en fait, c'est au Start Lab qu'on nous a appris aussi que il faut pas des milliers en fait sur son compte en banque pour lancer sa boîte. On peut déjà commencer avec rien, voir si c'est viable, etc., etc. Et moi, j'avais aucun skills particulier, pas de parents entrepreneurs. J'ai vraiment foncé seule. Mais il faut en avoir envie, quoi. Il faut en avoir envie, se donner les moyens, du temps surtout. Moi, j'ai plein de potes qui se lancent, mais qui ont à côté de ça déjà un ou deux jobs. Et donc, tu te dis, mais il faut du temps aussi pour se donner à fond et pour le réaliser jusqu'au bout. Ouais. Combien de temps est-ce qu'il a fallu pour que tu te payes réellement après t'être lancé ? Directement. Directement. En Oui, fait, oui, parce ouais. que vous faites du service. Oui, effectivement. Franchement, dans le... Directement parce que c'est un business model où, en 2-3 mois, je me Vous payais. vendez directement du service. Oui, C'est ça, le client paye exactement. directement. Maintenant, je me suis pas acheté une voiture après un mois, quoi. Ouais, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, évidemment, d'en vivre, effectivement. C'est pas le business le plus lucratif non plus. Moi, c'est parce que j'aimais bien faire ça et maintenant, voilà, il y a un équilibre, on peut en vivre, donc c'est top. Non, c'est parce que souvent, Ouais. c'est pas mal d'entrepreneurs qui disaient il a fallu 1 an, 2 ans avant de complètement. pouvoir Ouais. se payer. Mais Heureusement, on n'a pas ouais. énormément de coûts non plus, à part notre staff. Oui, c'est ça, on oui, paye. tout à fait. C'est un coût. C'est ça. Ouais, ouais. Et le client Ouais. paye tout de suite, effectivement. Ouais. Selon toi, quelles sont les qualités majeures d'un entrepreneur pour les années à venir ? Il faut vraiment beaucoup écouter en fait son entourage, ses feedbacks, les feedbacks en fait de son produit ou son service. Mais vraiment, cet échange est super important. Foncer tête baissée sans écouter un peu les retours. Parfois, il y a une perte de temps. Donc moi, je pense que vraiment arriver à écouter et arriver aussi à être ouvert et connecté, presque social en fait. Je trouve sociable. Je trouve que échanger, vraiment cette idée d'échange, de connexion constante. Moi ici pendant 2 ans, j'ai vraiment très 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 fort entre le travail et ma vie de famille. J'étais assez fort enfermée entre mon bureau et mon appart. Et depuis quelques mois, je ressors pour faire des networking, du réseautage, plein d'événements. Et c'est là, en fait, où tu apprends plein de choses, où tu évolues, en fait. Donc, voilà, je trouve que rester ouvert, connecté, partager, c'est super important. Pas que au début du lancement, mais vraiment tout au long. Moi, dès que je sors et que je rencontre plein de gens, je rentre et le lendemain, j'ai plein d'idées, plein de motivations. Donc, je trouve ça très important. Donc, est-ce que tu peux nommer un ou une entrepreneur inspirant que tu aimerais voir derrière le micro à ta place ? Alors, oui, c'est 2 personnes qui étaient avec moi au Start Lab qui ont lancé leur start-up en même temps. Une start-up qui cartonne. La start-up, c'est Be Influence, qui est incroyable. Et en fait, c'est Thomas Angereur et Boris Kézin. Donc, tous les deux ont fait un travail de fou furieux. Donc, voilà, je pense qu'eux seraient très, très intéressants à écouter. Leur parcours est vraiment très, très chouette. Mais l'appel est lancé. Voilà. Et donc, Caroline, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité et celle de Hey Charlie ? Eh bien, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'appelle heycharlie.staff. Et sur LinkedIn, Hey Charlie IE. Voilà, donc on est très actifs et moi je serais très contente d'avoir en tout cas vos feedbacks, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, vous qui êtes peut-être pas dans l'event ou qui êtes dans l'event, je serais très contente d'avoir un feedback général sur notre façon de travailler ou les idées que j'ai pu partager aujourd'hui. Je serais vraiment très contente de connecter avec vous plus tard.
En tout cas, Entrepreneur Inspirant est dans l'event. Je ne le sais peut-être pas, mais on est d'abord né des événements avant les podcasts, évidemment. Oui. Un grand merci Caroline pour ce partage inspirant. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et surtout vous abonner. Et on se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. Merci Caroline. Merci à vous, à bientôt.